Plutôt manuel ou intellectuel? Définitivement intellectuel. Un incroyable talent, ouais, je danse la samba. Bonjour Laure, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation avec nous ce soir. Donc Laure, tu es actuellement ingénieure biomédicale au MEDES pour le projet Spaceship au CNES. Non, je suis ingénieure biomédicale à MEDES. MEDES, c'est l'Institut de médecine et physiologie spatiale. C'est carrément une filiale du CNES qui est plutôt la filiale santé du CNES et aussi un de ses pères ou mères, c'est le CHU de Toulouse, donc c'est à cheval entre le CHU de Toulouse et le CNES. On s'intéresse à MEDES à tout ce qui est maintien de la santé des astronautes, il y a tout ce qui est clinique spatiale pour faire des tests au sol, des effets de la micropesanteur sur le corps humain, il y a tout ce qui se fait dans l'ISS, enfin pas tout, une partie des choses qui se font dans l'ISS autour de la physiologie. En fait à la base on parlait de moi, c'est ça, là, je suis partie sur C'est MEDES, ça. donc moi Ça je part travaille là. J'ai 33 ans, j'ai une formation d'ingénieur aérospatial de l'ISAE, qui à l'époque où j'ai fait une école d'ingénieur, c'était l'ENSICA, voilà, qui est morte. Ça change vite. Et ensuite j'ai un PhD en mécanique du corps humain, donc mon petit côté physio vient de mon PhD, mon petit côté spatial vient de l'ISAE. Voilà. Quel était le métier que tu voulais faire quand tu étais petite? Parce qu'on se dit pas, tiens, je vais être ingénieure biomédicale. On pourrait, mais moi je voulais être vétérinaire, au final assez classique, bac S. Ensuite, maths sup, maths p, parce qu'à 18 ans, on te dit qu'est-ce que tu veux faire dans la vie et tu n'as aucune idée de ce que tu veux faire à 18 ans. Et on m'avait dit, si tu fais des maths, a priori, tu peux faire ce que tu veux dans la vie. Donc j'ai dit, très bien. Et puis ma prof de maths m'avait soufflé, faites maths sup, maths p. J'ai dit, très bien, je vais faire maths sup, maths p. Bon. Et maths sup, maths p à Fermat, à Toulouse, du coup, là... Je pense un peu comme tous les gens qui font maths sup, maths p, tu perds un petit peu de vue ce que tu veux vraiment faire dans la vie et on te dit qu'il y a un concours et le but c'est d'être le mieux classé et d'aller dans la meilleure école. En tout cas moi c'est comme ça que je l'ai vécu. Aujourd'hui je pense pas que ce soit la bonne stratégie mais du coup ça m'a amené à l'ISAE. Oui. Je fais ok fine. Donc je vais faire de l'aérospatial, c'est très bien, ça m'allait. Hein, et en fait donc j'ai fait les 2 ans d'école d'ingé. Là on m'a proposé comme beaucoup d'étudiants, de faire un échange à l'étranger. D'accord. Donc je suis partie en ingénierie aussi aérospatiale, mais à l'École Polytechnique de Montréal, au Québec. Et en fait, là j'ai découvert une autre voie que je n'avais pas encore identifiée. En fait, je travaillais donc au laboratoire de génie aérospatial, donc on faisait avec une dominante mécanique, moi, donc on faisait des essais sur des mâts-réacteurs pour voir les efforts qu'on peut appliquer avant de casser un mât-réacteur. Et en fait, les voisins, c'était le labo de biomécanique, eux, ils utilisaient les mêmes machines, mais ils faisaient des trucs sur des vertèbres. Et là, je disais, mais c'est trop cool ce que vous faites. Faites voir et tout. Et ça, là, on est en train d'injecter un matériau biocompatible pour renforcer la structure des vertèbres, pour les personnes âgées qui commencent à avoir de l'ostéoporose et tout. C'est trop stylé. Et du coup, j'ai dit, à force de traîner dans le labo, le prof a fini par me dire, alors, quand vous finissez ingénierie... venez avec nous. Venez essayer la biomécanique et en fait j'ai fait un doctorat. Donc c'était 2 voies très différentes. J'avais fait pour moi toute ma vie d'ingénieur aérospatial, puis toute ma vie de chercheur en biomécanique. Donc là c'était vraiment complètement décorrélé du spatial. Je travaillais avec l'hôpital pour enfants à la Polytechnique de Montréal. Ils ont des jumelages comme ça de labos mi-médecin, mi-ingénieur pour essayer de travailler sur développer des systèmes d'ingénierie pour le corps humain. Ça, j'ai fini ma thèse. Donc j'avais un peu le champ des possibles sur où est-ce que je veux travailler et j'ai tapé très négligemment dans une barre de recherche biomécanique, spatiale, on sait jamais, et là, tatam, c'est apparu. Physiologie spatiale, Institut de physiologie spatiale à Toulouse, MEDES, la filiale du CNES. Et c'est comme ça que c'est arrivé. Je me suis rendu compte que mon CV spatial physio pouvait converger et je candidatais. Donc c'était quoi, en 2018 ? En tant qu'opérateur, ton rôle c'est de faire vivre les expériences des scientifiques ou des démonstrations technologiques dans l'ISS, les monter et les faire faire aux astronautes. Et les astronautes du coup deviennent soit les cobayes quand on fait de la physio, parce que c'est eux qui mettent les capteurs sur eux puis on prend leurs données, soit les expérimentateurs parce que c'est eux qui manipulent. Et donc nous au CADMOS, les opérateurs, on est ceux qui sont au centre de contrôle avec le casque connecté à l'ISS,
Le jour où tu dois faire l'expérience, c'est ton moment et c'est toi qui parles avec les astronautes pour leur dire fais ci, fais ça. En général, c'est plutôt les astronautes t'appellent pour te dire ça marche pas, tu dis ok, on va faire comme ci, on va faire comme ça, mais bon, c'est super stimulant comme boulot. Et donc justement, tu leur parles en quelle langue aux astronautes, vu que c'est quand In même English, très for riche. sure. In English. Ah, yeah. Avec un accent russe ou pas? Exactement. L'expérience actuelle, c'est pour le MEDES. Qu'est-ce que tu fais? Quelle est ta fonction en son sein? Voilà, alors j'ai du coup toujours travaillé au MEDES, soit opératrice spatiale au CADMOS, soit aujourd'hui pour le projet Spaceship. Donc les deux font partie de la même direction qui est exploration vol habité. Mais donc mon boulot aujourd'hui, enfin mon travail, c'est pour le projet Spaceship qui s'intéresse justement à aller un petit peu plus loin que l'ISS, amener l'homme vers la Lune et vers Mars. Donc, c'est beau là, non? Le Spaceship. Non, donc ça c'est un poster qu'on avait fait pour montrer un petit peu les différents projets à l'instant T sur lesquels on travaillait au Spaceship, mais bien sûr c'est quelque chose un peu en évolution. Donc l'idée c'est d'identifier les briques technologiques manquantes aujourd'hui pour vivre sur la Lune et sur Mars. Moi sur ce projet-là je suis responsable de l'axe maintien de la santé et des performances des astronautes. Donc c'est très large. L'idée, c'est d'identifier des partenaires français en essayant de valoriser l'excellence française, que ce soit des startups, des grands groupes, des académiques, et aller chercher l'expertise et innover sur les briques technologiques qui nous manquent pour vivre sur la Lune et sur Mars. Au sujet de ces briques technologiques, actuellement, qu'est-ce qui nous manque de plus important pour aller vivre sur la Lune? Oh, big question. En vrai, pour l'instant, beaucoup d'inconnus. Alors, on peut penser, première chose, au fait qu'on va vivre sur une gravité partielle. Donc, sur la Lune, c'est 1/6 de G, sur Mars, c'est 1/3 de G. Et c'est un truc qu'on n'a jamais fait. Vivre comment le corps humain, après avoir passé un long voyage en micropesanteur, ça, on connaît les effets de la micropesanteur parce que on l'évalue dans l'ISS constamment, et on commence à avoir un petit peu une expérience sur comment le corps s'adapte à la micropesanteur, sachant que le corps s'adapte complètement à la micropesanteur, hein, il y a tout qui change. Mais là, l'idée, voilà, maintenant on va arriver en gravité partielle et on va vivre en gravité partielle. Donc, grosse inconnue sur comment le corps s'adapte à la gravité partielle après la micropesanteur, comment on fait pour le rééduquer, parce qu'on imagine qu'il va y avoir une sorte de rééducation. C'est pour ça qu'ils font du sport, les astronautes. Exactement, le sport, c'est ce qu'on appelle la contre-mesure, une des contre-mesures principales pour éviter que le cœur, les os, les muscles, tout ça se modifie trop par rapport à ce dont on a besoin sur Terre. Et une autre pas mal grosse inconnue qu'on n'a pas sur l'ISS, c'est s'il y a un problème médical, qui nécessiterait une évacuation. Dans l'ISS, s'il y a un problème médical d'urgence, on ne s'amuse pas à faire une appendicectomie sur place, on renvoie tout ce beau monde, on envoie l'astronaute sur Terre et dans 24 heures il est dans un hôpital, il est traité par les meilleurs chirurgiens. Sur Mars, on n'aura pas cette option, donc ça c'est quand même une grosse question de comment on gère les urgences médicales. Une journée type d'opérateur spatial, ça peut être multiple et varié. Dans la partie opération spatiale, il y a une grosse majorité de organisationnel. C'est-à-dire, il va falloir qu'on coordonne notre expérience avec tous les autres experts de l'ISS, donc avec les planeurs qui font le planning, avec les stratos qui font les systèmes, avec le rangement, les cosmos, bon bref, tous ces gens-là pour être sûr qu'au moment où l'astronaute va arriver pour faire l'expérience, tout est prêt, tout le matériel est là, on sait où est-ce qu'il est rangé, on sait tout ce dont on a besoin en termes d'énergie, de température, etc. Bon. Et comme on est plein à faire les expériences en même temps, et que tout ça est voué à beaucoup de changements et aléas, c'est très beaucoup d'organisation, donc c'est beaucoup de téléphone plus mail en même temps. Et il y a d'autres jours, c'est le highlight de ton mois, on va dire, c'est quand tu fais ton opération spatiale, donc là tu es en salle de contrôle. C'est aujourd'hui qu'on fait ton expérience, t'es super à bloc parce que tu sais tout ce qui peut arriver, t'as préparé tous tes scénarios où ça marcherait pas, et en plus c'est toujours un truc inattendu qui arrive, et puis bon, t'es connecté à l'ISS aussi, c'est un moment un peu particulier. Et quand tu leur fais le premier contact, tu leur fais pas à Houston, vous me recevez quand même? Et bien si, en fait tu dis Station, CADMOS, on loop numéro 1, 2, 3, 4, t'as 4 canaux pour discuter avec l'ISS. How do you read me? Est-ce que tu m'entends, tu vois, en gros? Et elle te dit, you 5x5, go ahead. Et là, tu commences à ton expérience, ouais. C'est aussi très formalisé, les discussions. Tu dis pas, hi, coucou, c'est là. On aurait pu imaginer qu'éventuellement,
vu que ce sont pas des conversations auxquelles on a accès, ça pouvait être... Mais si en fait, à part si c'est spécifié pour des raisons scientifiques que l'accès est interdit, en fait, on est absolument toutes les agences connectées sur... en fait, ces communications avec les astronautes s'appellent les Space to Ground, et en fait, tout le monde écoute la Space to Ground, et en fait, c'est même obligé quand t'es en console, donc tous les opérateurs... doivent monitorer les Space to Ground, donc en fait tout le monde t'écoute. Donc tu dis une bêtise, tout le monde t'entend. Ouais, et si tu parles en français, moi ça m'est arrivé de parler en français, genre 10 secondes pour dire à Thomas le dernier jour de la dernière expérience, et on avait passé les 6 mois à échanger plein de fois, au final, genre merci Thomas, tout le Canmos te remercie, on est très heureux, nanana. Et là tout de suite, sur une autre boucle, il y a quelqu'un qui m'a dit Canmos, what are you saying? Donc c'est très... c'est carré. Ils ont l'air très... Ouais, ça fonctionne, hein, les protocoles c'est important pour que tout fonctionne. C'est sûr. Faut être et créatif et pas avoir peur d'y aller, et ça peut être le type de défi auquel tu peux faire face quand tu travailles pour des projets lointains comme ça. Et puis faut pas avoir peur, faut pas avoir froid aux yeux non plus, hein. Faut aller sur des choses un peu disruptives qui n'existent pas parce que c'est pour dans 10 ans, 20 ans, donc faut regarder un peu plus loin que le bout de ses pieds. Tu souhaiterais évoluer comment dans les prochaines années? Où est-ce que tu souhaiterais être, continuer à travailler dans ce service-là, ou qu'est-ce que tu souhaiterais faire? Moi j'adore ce que je fais, je trouve ça vraiment le fun, ça c'est mon côté québécois, d'aller vers des projets, là en gros, la Lune et Mars c'est... go, genre go ahead, et moi ça me plaît beaucoup d'aller vers des choses plus innovantes, de tester des trucs, on a des sujets hyper disruptifs, notamment autour de... on parle beaucoup d'envoyer des femmes de plus en plus dans l'espace, tu vois, il y en a pas mal, hein, des astronautes femmes, mais on parle pour les voyages lointains, etc., de plus en plus de femmes. Et au final, la question de la gestion des règles n'a pas vraiment été abordée jusqu'à présent. Et puis maintenant, si on part sur des missions très lointaines de 3 ans, on fait quoi? Genre, on met les astronautes sous hormonothérapie pendant 3 ans, ça paraît pas une bonne idée pour les médecins. Idéalement, j'aimerais bien voir ces projets, les voir implémentés. Donc là, c'est un peu futur, parce que c'est les voyages martiens, c'est pas demain quand même, mais... L'horizon, c'est quoi, 2035, 2040? Ouais, c'est exactement, ouais. C'est ça. Donc du coup, si d'ici 20 ans, je peux voir mes projets monter sur Mars, ce serait l'idéal. Ils avaient envoyé une femme astronaute pour un vol très très court. Et en fait, les ingénieurs, avec leur cerveau d'ingénieurs qui prennent des méga facteurs de sécurité, ben en fait, ils avaient pensé aux menstruations. Et du coup, ils avaient envoyé 100 fois, genre 100 tampons ou un truc comme ça pour 15 jours de vol. Depuis il y a 15 ans, les femmes pouvaient faire ingénierie au même titre que les hommes sur le papier. Mais la problématique, c'est l'acceptation des femmes dans un milieu d'hommes, ou voilà, l'autocensure quant au fait de rentrer dans une école dans un milieu d'hommes. Le spatial, c'est un milieu d'hommes, ben oui, mais moi je suis dans le spatial et je m'éclate et je fais a priori du bon travail, et puis voilà, tu chemines comme ça. Donc t'as toujours à démontrer. Après, il y a toujours ça. Effectivement, de par le fait d'être une fille, de devoir démontrer que ta présence... Au même niveau. Voilà. Donc ça, c'est un peu un travail de fond, constant, qui peut-être est moins facile pour les femmes que pour les hommes, qui ont leur place par défaut dans ce monde. Est-ce que c'est plus facile aujourd'hui? Je veux te dire, au moins il y a des modèles de femmes de plus en plus, ne serait-ce que dans les astronautes. Là, on a à nouveau une femme astronaute, donc peut-être ça inspire les jeunes générations à se dire ah oui, voilà, on parle de l'astronaute femme, de l'astronaute Sophie. Typiquement, au niveau de la place des femmes dans ce monde assez masculin. Ça m'est arrivé l'année dernière. Je pense que c'est mon plus gros highlight négatif, on va dire, à ce sujet-là. J'étais en salle de contrôle et c'était le jour où c'était mon opération spatiale. Donc c'est moi qui suis responsable de ce qui se passe dans la salle de contrôle, en tout cas au niveau de l'expérience. Donc ça se passe, toi t'es là, alors t'as toujours un backup qui est une personne qui est en fait ton double, qui connaît aussi bien l'expérience que toi. Mais aujourd'hui, c'est pas lui qui lead, c'est toi. Et inversement, des fois, le backup devient prime, et dépendamment des jours, etc. Donc, il y avait mon backup, qui est un garçon. Il y avait mon collègue qui passait là parce que... boire un café en attendant que ça commence. T'as les gens qui s'occupent de la mise en place de la salle, qui sont 2 mecs, etc. Donc, il y avait moi et que des mecs. Mais comme d'hab, à peu près, comme très souvent. Mais... Et là, en fait, comme c'était une expert avec Thomas Pesquet...
il y avait la presse. Mhm. Et donc la presse, la fille de la presse, a pris le temps d'interviewer chacun, et donc pendant 1 heure, et moi je faisais mon OP avec Thomas. Et au bout d'un moment, à la fin, en fait, elle ferme son carnet comme ça, tout, elle me dit « Et donc vous, mademoiselle, vous êtes la jeune femme de la communication, c'est ça ?» Je dis pas du tout. Non, pas du tout. Et ouais, pas du tout. Je fais, non, moi c'est la responsable aujourd'hui, bon, c'est pas grave. Et voilà, et en fait, typiquement. On pense pas qu'une femme, au premier abord, puisse être responsable d'une aussi grande mission. Ouais, voilà, on pense pas que la seule responsable aujourd'hui de ce qui se passe, c'est la fille. Mais bon, en tant que pilotesse, une grande fierté. Voilà, du coup, ça tourne beaucoup autour des expériences spatiales. Mais bon, c'est sûr que quand tu vois ton matériel que tu as développé avec tes collègues, que tu as fait naître ton projet, qui enfin arrive dans l'espace, c'est chouette quand même. Est-ce qu'on a une planète B? Mais je sais pas si on a une planète B. Moi, dans ma tête, il vaudrait mieux rester sur la planète A, première chose, avant d'essayer d'aller sur B. Mais après, l'idée d'aller sur la Lune, sur Mars ou encore une autre planète, en tout cas, dans ma vision, l'idée, c'est pas qu'on émigre tous là-bas. L'idée, c'est que si on veut faire une base là-bas, c'est parce qu'on a des choses à découvrir dessus. Et ça a déjà un premier aspect très scientifique qui est on va sur Mars pour faire de la géologie, pour faire des choses comme ça, ce qui fait qu'on a besoin d'être dessus, mais juste quelques-uns pour pouvoir récolter des échantillons, faire des analyses et en fait mieux comprendre la création de la Terre. On n'a pas besoin de tous y aller. Quelles seraient, vu que toi tu vas vraiment dans tout ce qui est l'humain au niveau justement de la Lune, quelles seraient nos conditions de vie là-bas? Est-ce qu'on aurait le même confort qu'on a sur Terre? Typiquement, on peut pas sortir, aller faire son jogging comme on peut le faire ici au bord du canal du Midi. Je crains qu'il faille abandonner un petit peu de confort. Hein. Ouais, non. Alors pour l'instant, en tout cas, je parle pas d'une base permanente qui fonctionne depuis 40 ans. Là, je parle de ce qu'on va atteindre peut-être dans notre vie. À mon avis, on vise pas le confort maximum. Là, déjà, on travaille sur des projets. C'est plus les premières constructions, ce serait de l'ordre du refuge de montagne. Donc c'est un abri, ça te permet de respirer, ça te permet d'être à l'abri protégé des radiations, d'avoir une atmosphère, etc., une température correcte. L'idée déjà, a priori, il n'y aurait pas de fenêtre parce que pour les radiations, c'est pas l'idéal pour se protéger de ce qui arrive derrière. Bon, on essaye quand même déjà de réfléchir à tout l'aspect confort et intimité aussi de vivre sur une base comme ça. On a toutes ces questions autour du maintien de la santé mentale, de zones pour déstresser comme des cocons de bien-être. Enfin, tout ça, c'est des choses auxquelles on réfléchit déjà, mais ça va pas être les premières implémentations, je crains. On n'aura pas tout de suite notre télé pour regarder le journal. Non, mais après, on réfléchit bien sûr tous les projets, tout ce qui est immersif en VR, pour être immergé te retrouver par exemple dans ta maison sur Terre, mais en VR, voir ta famille. Tu vois, tout ça, c'est des réflexions qu'on a et qu'il faut avoir parce que ce serait dommage de les négliger, même si c'est pas des priorités de survie, mais bon, à un moment donné, il faudra se pencher sur la question. Ouais, j'ai un film préféré. J'ai vraiment adoré Apollo 13. Ok. Alors, je l'ai toujours regardé quand j'étais petite. Et j'ai toujours trouvé très fun. Mais en plus, depuis que j'ai été opératrice spatiale, je me suis rendu compte qu'Apollo 13 est vraiment parfaitement exact. C'est-à-dire, je pense que limite, ils ont pris les scripts. Le script, c'est vraiment les échanges qui se sont faits en console parce que c'est parfaitement parfait. Je veux dire, tous les échanges sont exactement ce qu'on dirait en console, et puis toute la manière de réfléchir des ingés là qui d'un coup se réunissent tous pour réfléchir à des solutions, ça ressemble alors à notre toute petite échelle à ce qui peut se passer dans nos salles de contrôle quand les expériences marchent pas. Alors il n'y a pas la vie des gens en jeu, donc heureusement. Mais vraiment très exact et du coup super agréable de regarder un film 13, que tu trouves totalement réaliste. Ouais. D'accord. Bien, merci, un grand merci à toi de nous avoir partagé un petit peu ton existence, ton quotidien et puis ton métier, ton lien avec l'espace. Bien, nous te souhaitons une très très bonne continuation dans ton brillant parcours et puis
garde la tête dans les étoiles. Alors, est-ce que tu as d'autres choses à nous communiquer? Ou peut-être Axel, est-ce que tu as des questions derrière la caméra? Axel, des questions? Comment tu m'as intéressé pour avoir beaucoup de questions là-dessus. Non, mais écoute, merci beaucoup à toi. J'espère que ça peut être... nous a intéressés. Ouais, voilà, puis ça peut être inspirant, je veux dire, pour des gens qui savent pas ce qu'ils veulent faire ou qui Ouais. ont déjà envisagé ce genre de métier ou connaître un peu plus. Voilà, bah, n'hésitez pas. Enfin, en tout cas, peut-être si je dois partager une manière de... En tout cas, moi, comment je chemine dans ma vie professionnelle, c'est que je saisis les opportunités. Enfin, je veux dire, ça vient à toi, pourquoi pas, et puis ne pas avoir peur d'y aller. D'accord. Vraiment ne pas avoir peur, franchement. Ça peut revenir au fait d'être une femme, mine de rien, tu sais, de se sentir pas légitime. Genre, je pense qu'il faut toujours se sentir légitime. Si on te propose, c'est que a priori... Il y a les capacités. Ouais, on t'a identifié comme une personne qui pourrait le faire, donc faut prendre les opportunités. Et comme ça, au final, tu finis par faire des choses que t'adores.